Bonjour à tous, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc avant de démarrer, je vous invite à m'écrire dans l'espace de chat que vous avez à droite de votre écran pour me dire si tout fonctionne bien de votre côté, si vous me voyez bien, m'entendez bien et voyez bien mon écran. Cool, a priori c'est bon. Bonjour à tous, merci pour vos messages. Je lance en parallèle en fait le Facebook Live, parce qu'on est très nombreux aujourd'hui, et je vous remercie d'être aussi nombreux et de l'intérêt que vous portez à ce sujet, qui est, vous avez raison, très intéressant. Et du coup, on est limité en termes de nombre de participants sur Livestorm. Donc, je prends le relais sur Facebook Live, je veux vérifier que tout fonctionne. Normalement, c'est bon. Si peut-être que Julie va me l'indiquer dans le chat. Ok, super. Top. Bon, tout fonctionne. Il est 13h31. On va laisser les derniers participants nous rejoindre au fur et à mesure. On va pouvoir démarrer. Alors, juste quelques petites précisions techniques pour ceux qui ne sont pas forcément familiers donc, de Livestorm. Vous avez donc à droite de votre écran un espace de chat sur lequel vous êtes tous en train d'écrire et un espace de questions. Vous avez un onglet questions. Je vous invite à poser toutes vos questions au fur et à mesure de la présentation dans l'espace questions. Vraiment, c'est super important et pas dans l'espace de chat pour que je puisse m'y retrouver. On est très nombreux, donc il va y avoir sûrement beaucoup de questions. Donc, posez vos questions dans questions. J'y répondrai en fin de présentation. Je répondrai à toutes les questions en fin de présentation. Vous verrez les questions, vous pouvez voter pour les questions qui vous semblent le plus pertinentes. Et je commencerai par les questions qui ont le plus de votes. Donc, n'hésitez pas vraiment à voter pour les questions dans l'onglet questions. Et l'espace de chat, on va se le garder pour d'autres problématiques, mais pas pour les questions. Voilà, si vous êtes sur Facebook Live aussi, vous pouvez poser vos questions en direct, en commentaire, et puis j'y répondrai également en direct et Julie me les retransférera sur Livestorm et je pourrai les ajouter dans les questions et y répondre. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, que vous soyez sur Livestorm ou sur Facebook. J'y répondrai à la fin. Donc, pour me présenter déjà, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc Mathieu Chauveau, je suis expert comptable et CEO de Ça compte pour moi, qui est un cabinet d'expertise comptable en ligne que je vais vous présenter juste voilà, sur la slide suivante. Donc, un cabinet d'expertise comptable en ligne qui aujourd'hui a la particularité d'être 100% en ligne, comme on l'indique, c'est-à-dire qu'on va faire tout ce que fait un cabinet traditionnel, des comptes annuels, des déclarations fiscales, de l'accompagnement et du conseil, bien sûr, autour de tous ces sujets, des déclarations juridiques, des bulletins de paye. La différence, c'est qu'on fait tout ça en ligne. On a aujourd'hui un peu plus de 3000 clients, même 3500, entre 3500 et 4000 clients. On a un peu plus de 60 collaborateurs. Voilà, on est à Toulouse et on intervient dans toute la France. On a, pour faciliter cette relation à distance, on a développé un outil qu'on développe nous-mêmes et qui vous permet, qui est disponible en version web, mais aussi en version mobile, donc, et qui vous permet d'interagir avec nous, de suivre votre comptabilité en temps réel, de transférer des documents, d'avoir un tableau de bord qui vous permet en temps réel de voir où vous en êtes de votre activité, etc., etc. Donc, je vous invite, en tout cas, si vous ne connaissez pas déjà Ça compte pour moi, allez voir sur notre site sacomptepourmoi.fr pour plus d'informations. Donc, sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, sur quel est l'intérêt d'une holding. Donc, c'est un sujet qui est à la fois très intéressant, un petit peu complexe, donc n'hésitez pas encore une fois à me poser des questions parce que vous le verrez, des fois ça peut être un peu technique, même si je vais essayer de vulgariser au maximum. On va voir une première partie, qu'est-ce qu'une holding? Deuxième partie, pourquoi avoir recours à une holding? Ça sera la plus grosse partie, parce qu'en fait, c'est surtout ça le vrai intérêt. Et là, on verra à l'intérieur de pourquoi avoir une holding, on verra 6 cas différents d'usage. Il peut y en avoir d'autres, mais j'ai mis les 6 cas principaux d'usage d'utilisation d'une holding. Ensuite, on verra quelle forme juridique choisir pour une holding. Et ensuite, enfin, une fois qu'on a décidé que c'était intéressant de faire une holding et quelle forme juridique choisir, comment créer cette holding. Voilà. On y va sans plus attendre.
Donc, qu'est-ce qu'une holding? Déjà, ce qui est très important à bien comprendre, c'est qu'une holding, ce n'est pas une forme juridique à proprement parler, ou voilà, ce n'est pas un type de société, c'est une appellation qui vient de l'anglais to hold, donc détenir, qui signifie, qui définit une société qui possède en fait des participations, qui détient, comme son nom l'indique, d'où la traduction en anglais en holding, qui détient des participations. Donc, dans une ou plusieurs sociétés, mais en tout cas, à partir du moment où une société détient une participation dans une autre, elle peut être qualifiée de holding. Voilà. Ensuite, de toute façon, la holding ne répond à aucune définition juridique, fiscale, comptable ou quoi que ce soit. Donc, dans tous les cas, c'est juste une appellation, on va dire, qui n'a aucun fondement vraiment juridique, mais qui est plutôt une désignation d'une activité, entre guillemets, si vous voulez. Donc, peu importe la forme juridique, les holdings, ça peut être n'importe quel type de forme juridique. On verra, bien sûr, à la fin, comme je vous le disais, quel est le plus intéressant, mais ou dans quel cas, puisqu'il n'y a pas une forme juridique intéressante, mais peu importe la forme, une holding, ce n'est pas une définition juridique. Ça, c'est super important. Et ensuite, le dernier point, c'est que vous avez peut-être entendu parler des fois de holding active ou de holding passive. Des fois, on parle aussi de holding animatrice. Je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est juste pour vous éclairer ce point aussi. C'est que une holding passive, elle se contente uniquement de détenir des participations, qui est en effet sa vocation première. Donc, on dit qu'elle est passive dans le sens où elle va juste ne faire que détenir des participations et pas avoir d'activité à proprement parler. A contrario, elle est active quand elle va avoir une activité. Donc, à minima, souvent, les holdings sont actives vis-à-vis de leurs filiales en proposant des prestations à ces filiales qu'elles vont potentiellement refacturer. On le verra après aussi. Mais une holding est dite active à partir du moment où elle a une activité, notamment donc vis-à-vis de ses filiales, c'est ce qui la différencie de la holding passive. Donc une holding active, notamment, elle peut avoir par exemple des salariés, elle peut avoir engagé des charges pour le compte de ses filiales, etc. Donc, on va dans le vif des sujets. Pourquoi avoir recours à une holding? Donc, le premier cas, le plus classique, entre guillemets, de recours à une holding, c'est dans le but d'acquérir une nouvelle société. On l'a vu, une holding, son but, c'est de détenir des participations. Donc, quand on achète une société, et donc on va acheter des titres, se pose la question de créer une holding qui est faite pour ça. Donc, pour bien vous expliquer, je vais vous prendre un cas. Donc, imaginons, vous souhaitez acquérir une société. Donc, vous avez deux possibilités pour ça. Donc, une société qui existe déjà, qui tourne, etc. Vous allez racheter les titres. Vous avez la première possibilité, vous achetez ces titres à titre personnel. Donc, moi, Mathieu Chouveau, je vais acquérir des titres et c'est moi qui en serai le propriétaire. La première difficulté que ça va poser, c'est si vous faites un emprunt. Puisque si vous faites un emprunt pour acquérir ces titres, vous allez avoir l'obligation ensuite de rembourser cet emprunt. Et vous allez contracter cet emprunt à titre personnel. Donc, la première problématique, c'est déjà les intérêts que vous allez avoir sur cet emprunt. Vous n'allez pas pouvoir les déduire fiscalement d'un point de vue personnel, puisque c'est comme ça, ce n'est pas déductible. Si vous faites un emprunt pour acquérir des titres, comme tout emprunt effectué à titre personnel, à part dans le cadre des revenus fonciers, vous ne pouvez pas déduire ces intérêts. Donc, ça, c'est déjà le premier intérêt de la holding, puisque la holding, si c'est elle qui achète, c'est elle qui va être propriétaire, c'est elle qui va générer l'emprunt, et elle va pouvoir déduire les intérêts de cet emprunt. Deuxième, surtout énorme différence, c'est que si vous faites un emprunt, vous allez devoir le rembourser à titre personnel, et pour le rembourser à titre personnel, il va vous falloir des revenus. Si cette société que vous avez acquis est votre seule source de revenus, vous allez devoir puiser plus de rémunération potentiellement ou de dividendes dans cette société pour pouvoir rembourser votre emprunt à titre personnel parce que vous aurez besoin de cash à titre personnel. Et là, ça va vous coûter beaucoup plus cher puisque cette rémunération ou ces dividendes vont être soumis à impôt sur le revenu et éventuellement cotisations sociales, voire prélèvements sociaux. Donc, alors que dans le deuxième cas, si vous faites une holding, cette holding, elle va pouvoir faire remonter les dividendes de la filiale
vers la société holding, donc vers la mère, et tout ça grâce au régime mère-fille. Donc là, premier point fiscal important à connaître autour de la holding, c'est le régime mère-fille. Le régime mère-fille, c'est quoi? C'est un régime fiscal qui permet que quand une société détient au moins 5% d'une autre société, elle peut se distribuer des dividendes en franchise d'impôt avec une réintégration pour quote-part de frais et charges en contrepartie de 5%. Ce qui fait que quand vous... pardon. Je reprends mon exemple. Premier cas, soit vous êtes à titre personnel, vous récupérez vos dividendes ou votre rémunération, mais ça vous fait payer des cotisations sociales pour pouvoir rembourser votre emprunt. Deuxième cas, vous êtes une holding, vous vous distribuez le dividende de la mère vers la fille. Et tout ça, grâce au régime mère-fille, c'est en franchise d'impôt. C'est-à-dire que dans la mère, s'il y a eu une distribution de 100 000 euros de dividendes, dans la mère, je déduis de mon résultat fiscal ces 100 000 euros de dividendes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas imposables chez la mère. Je réintègre juste ma quote-part de frais et charges qui fait que si vous êtes en taux réduit d'impôt sur les sociétés, donc à 15% dans la mère, vous allez avoir une imposition que sur 0,75. Donc tout l'intérêt de faire ce montage-là, puisque ensuite, une fois que vous avez remonté ces dividendes, la holding, elle peut rembourser son emprunt. Autre option que le remontée de dividendes, ça peut être la facturation d'une prestation. Si la holding est active et qu'elle, pour le compte de sa filiale, elle va générer des prestations de services, vous pouvez aussi prévoir une facturation de la fille vers la mère, donc pour remonter du cash, et ensuite rembourser l'emprunt. Voilà. Donc, encore une fois, ça a un vrai intérêt, notamment quand on rembourse un emprunt, puisque ça va vous permettre de remonter du cash en franchise d'impôt, alors que si vous le preniez perso, même si vous prenez le dividende, vous allez avoir la flat tax à 30%, alors que là, on est à 0,75. Donc voilà le vrai intérêt quand on acquiert une société. D'ailleurs, mon remarque, je le mets, ça peut être un rachat de sa propre société d'ailleurs, mais on le verra, c'est pas forcément intéressant, à part à se générer du cash à titre personnel, et encore, il faut que la banque suive, mais sinon, on peut faire ce qu'on appelle un apport, qui est quand même plus simple. Un dernier point là-dessus, même si vous n'avez pas d'emprunt, parce que je pense que peut-être que vous vous posez la question, même si vous souhaitez acquérir des titres de société sans faire d'emprunt, à titre personnel, il y a quand même un intérêt de faire cette holding, puisque, encore une fois, tout le cash que vous allez générer avec la société que vous allez acquérir, vous pourrez le remonter dans la holding. Donc, encore une fois, on l'a vu, sans imposition, ou presque, et grâce au régime mère-fille. Et vous pourrez ensuite utiliser ce cash dans cette holding pour pouvoir faire d'autres investissements, acquérir d'autres sociétés, etc. À moindre frais, puisque si vous l'aviez retiré, si vous avez les titres à titre personnel, pardon, les actions, admettons pour faire plus simple, les actions à titre personnel, encore une fois, le cash, vous êtes obligé de le sortir vers votre compte personnel et donc de prendre des cotisations sociales de l'impôt sur le revenu pour ensuite le réinvestir dans d'autres projets. Et c'est dommage parce qu'en fait, avec la holding, ça permet, encore une fois, de remonter ce cash en franchise d'impôt et de pouvoir le réinvestir dans notre projet. Donc là, j'ai déjà dévoilé un petit peu le cœur du sujet sur la holding, en fait, qui est que il faut retenir, la holding, elle a un vrai intérêt, surtout quand vous êtes dans une logique patrimoniale. Le holding, c'est avant tout un outil patrimonial, c'est même l'outil patrimonial par excellence, j'ai envie de dire. Si vous êtes dans une dynamique de vous rémunérer le plus possible, en tout cas de sortir le plus possible de cash vers votre compte personnel parce que vous allez l'utiliser à titre personnel, vous allez le dépenser et pas l'investir, là, la holding n'a pas un grand intérêt. La holding, elle a un intérêt, notamment, en tout cas, elle commence à avoir un intérêt quand on est dans une logique patrimoniale qui est que, en gros, l'argent que l'on a à notre disposition dans notre outil professionnel, notamment dans notre société d'exploitation, on souhaite en tout ou partie l'investir dans d'autres projets, que ce soit des projets immobiliers, que ce soit même des placements, que ce soit dans des investissements dans d'autres sociétés. C'est là où la holding elle a tout son sens. Puisque, encore une fois, la holding, c'est un outil patrimonial pour se construire un patrimoine. On le verra, hein, c'est un des cas que je présente ici, mais je dévoile un petit peu parce que c'est là où c'est important. Donc, même pour acquérir une nouvelle société sans emprunt, ça a un intérêt, si vous êtes dans une logique, de vous dire que cette nouvelle société, le cash qu'elle va générer, vous n'en avez pas besoin à titre personnel, ou en tout cas pas de la totalité, et que vous voulez en investir, pouvoir réinvestir une partie.
Même si vous le faites, vous l'acquérez avec une holding, ça ne vous empêche pas de vous rémunérer puisque vous pouvez faire une acquisition avec cette holding, remonter de l'argent dans la holding, rembourser l'emprunt et vous rémunérer dans la holding, ce qui est d'ailleurs le cas le plus fréquent. Voilà pour le premier cas. Le deuxième cas, c'est l'intérêt d'une holding, c'est de gérer un groupe de sociétés. Donc là, on part du principe que vous avez déjà au moins 2 sociétés et que donc vous avez, on considère un groupe de sociétés, au moins 2 sociétés, et que vous allez vouloir mettre et structurer l'ensemble. Donc, quels sont les différents intérêts d'avoir une holding dans un groupe de sociétés? Le premier, c'est l'intégration fiscale. L'intégration fiscale, c'est le deuxième petit point fiscal que l'on a, c'est d'avoir comment le dire simplement, le vulgariser au maximum. L'intégration fiscale, c'est quand vous avez par exemple un déficit dans une société d'un côté, un bénéfice de l'autre, et vous voulez faire en sorte que les deux ne fassent qu'un pour pouvoir payer moins d'impôts sur les sociétés. Bon, ça, il y a des conditions, hein, c'est l'intégration fiscale. Il faut cette fois détenir 95% au moins de participation dans les filiales pour que ça puisse être intégré. Il faut avoir la même date de clôture, bon, etc. Mais c'est un peu complexe à mettre en œuvre, mais ça peut avoir un intérêt dans certains cas. Attention, parce que souvent, on nous parle d'intégration fiscale dans des cas où ça ne vaut pas vraiment le coup. Donc, c'est super important de voir si ça vaut vraiment le coup, si le déficit qui va être généré par une société est chronique ou pas, puisque si ce n'est que sur quelques années, c'est pas grave, puisqu'il y aura du déficit reportable. Mais c'est vrai que quand il y a beaucoup d'impôts sur les sociétés payés d'un côté et un déficit potentiellement de l'autre, ça nous permet en fait de réunir tous les résultats en un seul de toutes les sociétés et de pouvoir avoir qu'un seul impôt à payer et en payer moins, puisqu'en fait, quand vous avez une société qui a un bénéfice, vous allez payer un impôt sur les sociétés dessus. Et le déficit, on ne va pas vous rembourser de l'impôt parce que vous êtes en déficit. Donc, à court terme, quand on a l'intégration fiscale et qu'on a une société en déficit, on paye au global moins d'impôts sur les sociétés à court terme. Donc ça, c'est un intérêt. Et alors, pourquoi faire une holding là-dedans? Parce que, en fait, c'est pour pouvoir régir tout ça. Parce que pour faire l'intégration fiscale, il faut qu'il y ait des liens de participation, donc je vous le disais, entre les sociétés. Bien sûr, je pense que vous vous dites, alors dans ce cas-là, il suffit juste qu'une société détienne l'autre et c'est bon, je n'ai pas besoin de faire une holding. C'est vrai, mais pourquoi on fait une holding? C'est un des intérêts aussi, c'est de pouvoir organiser son patrimoine, le protéger, le sécuriser et pouvoir aussi l'optimiser en cas de cession. Puisque si vous faites une société qui détient l'autre, mais la première société, celle qui détient, si vous voulez la vendre, vous êtes un peu piégé puisque vous avez cette société détient les titres de l'autre. Et donc, vous vous retrouvez piégé à ce niveau-là. Deuxième problème, si, pareil, la première, elle a des difficultés financières et que vous êtes empêtré dans des difficultés qui vous amènent jusqu'à une liquidation, par exemple, vous avez les titres qui sont aussi emprisonnés dedans. Dernier point aussi, c'est vraiment de toute façon de pouvoir séparer les choses et pouvoir vraiment centraliser et faire en sorte notamment par exemple de remonter, d'avoir des prestations communes de façon beaucoup plus harmonisée au niveau de la holding, etc. Donc la holding, elle a un intérêt même si vous pouvez détenir une participation dans l'autre, c'est pas vraiment pas l'idéal et c'est vraiment pas sécurisé du tout comme affaire. Et puis en cas de vente, vous êtes bloqué. Ensuite, le deuxième intérêt de faire un groupe de sociétés avec une holding, c'est de faire circuler la trésorerie. Donc là, c'est exactement pareil. On peut avoir un intérêt à faire. L'intérêt de faire la holding est toujours le même que ce que je viens de dire avant, la sécurité et puis en cas de cession. Mais là, cette fois, on peut faire circuler la trésorerie. Donc, par exemple, j'ai beaucoup de cash dans une société et j'ai besoin de cash dans l'autre. Et bien, je vais pouvoir transférer, alors en le faisant circuler via ce qu'on appelle les conventions de trésorerie et potentiellement via la holding, on va pouvoir remonter ce cash dans la holding et la holding pourra le distribuer aux filiales qui ont besoin de cash. Donc là aussi, encore une fois, super important dans le cadre d'un groupe de société de pouvoir faire ce genre de choses. Attention, il faut faire ce qu'on appelle les conventions de trésorerie pour ça. Ensuite, on peut aussi facturer des prestations. Donc typiquement, je reprends mon exemple tout à l'heure, j'ai 2 filiales, elles ont des charges communes, elles ont même des salariés communs potentiellement. Là, l'idée, c'est de pouvoir avoir une holding qui va mutualiser les coûts.
donc c'est mon point d'après d'ailleurs, mutualiser les coûts, elle va embaucher le salarié qui va intervenir sur plusieurs filiales, elle va payer le loyer qui héberge les deux sociétés, elle va payer un abonnement à un logiciel qui concerne les deux sociétés, elle va payer le dirigeant qui intervient sur les deux sociétés, etc., etc. Et ensuite, elle va pouvoir refacturer ses prestations aux filiales en dessous, en fonction de critères qui seront déterminés. Et là, c'est un vrai intérêt. Donc là, cette fois, c'est ce qu'on appelle les conventions de prestation de services. Encore une fois, il faut faire des conventions. Donc pour tout ça, c'est fait auprès d'avocats. Donc pour ceux qui sont clients chez nous, bien sûr, vous avez notre cabinet d'avocats qui fait partie de la même famille que nous, qui s'appelle Compagnie du droit et qui fait bien sûr ce type de mission, les conventions de trésorerie, les conventions de prestation de services, c'est super important. On peut avoir aussi des fois ce qu'on appelle des conventions de mandat social. Donc ça, c'est pour ça, c'est quand vous avez en fait la holding qui est mandataire social de la filiale. Ça peut se faire. On peut avoir un mandataire social personne morale. Et là, dans ce cas-là, on va rémunérer le mandat social comme on aurait rémunéré un dirigeant. Et ça a la même fiscalité qu'une prestation, mais on va faire cette fois une convention de mandat social qui est, d'un point de vue juridique, beaucoup plus sécurisée que la convention de prestation de service quand vous n'avez pas déterminé très clairement les conditions de la prestation de service. Voilà. Le mandat social est encore plus simple parce qu'au moins, on a un vrai contour qui est le mandat social. Et le dernier point, c'est de pouvoir cumuler les plafonds de taux réduit d'IS. Alors, pas si on fait l'intégration fiscale, mais par contre, si vous n'êtes pas en intégration fiscale et que vous avez une société, vous avez deux sociétés d'exploitation et une holding au-dessus, les deux sociétés d'exploitation, et même la holding d'ailleurs, chacune va pouvoir bénéficier de son taux réduit d'IS à 15%, quand bien même toutes les conditions sont remplies. Mais si la holding elle est détenue par une personne physique, par vous, il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Et bien sûr, si on ne dépasse pas les plafonds de chiffre d'affaires. Qui est passé d'ailleurs à 10 millions maintenant cette année avec la loi de finances. Donc, on a quand même de la marge. Et donc, on peut avoir ces 15% d'IS, on peut les cumuler et ça nous permet de pouvoir avoir un impôt sur les sociétés globales moins élevé que si on avait eu qu'une seule société, voire deux, notamment quand on fait des facturations de prestations, puisque les facturations de prestations vont diminuer le résultat des filiales, augmenter le résultat de la holding. Mais si la holding a le taux d'IS à 15%, on diminue le résultat fiscal sur les filiales qui sont potentiellement imposées au taux normal, donc 26,5 si on prend pour cette année, puisqu'il est en train de diminuer, et on impose à 15% en haut, puisque si on partait de zéro, en tout cas, on impose à 15%. Donc, sur les 38 120 fois 15%, déjà, on gagne quasiment 6 000 euros, si j'arrondis, donc c'est toujours ça de gagner. Voilà, donc voilà pour le deuxième point, qui était gérer un groupe de sociétés. Dès que vous avez au moins deux sociétés, moi je vous conseille en tout cas de faire une holding pour pouvoir organiser tout ça, organiser votre patrimoine, faire circuler la trésorerie, faire facturer des prestations, cumuler les taux réduits d'IS et puis faire éventuellement l'intégration fiscale si ça veut pas. Le troisième point, c'est de structurer ce que j'ai appelé structurer sa gouvernance. Ça, on le voit assez souvent aussi, la création de holding dans ce cadre-là. C'est pardon, ça m'a coupé parce qu'on m'a dit qu'il y avait des gens qui étaient bloqués, mais normalement c'est bon. Ils vont se rendre sur Facebook. Du coup, troisième point, structurer sa gouvernance. Donc, je reprends, je suis désolé. Donc, les deux intérêts principaux, c'est déjà si on a plusieurs associés dirigeants, puisque qui dit gouvernance dit plusieurs dirigeants. Gouverner tout seul, c'est assez simple. Quand on est plusieurs, c'est là où ça devient plus compliqué. Donc, si on a plusieurs associés dirigeants, on va avoir la possibilité d'arbitrer chacun d'arbitrer sur la volonté que l'on a de se distribuer de la rémunération, des dividendes, le montant de la rémunération, etc., en faisant chacun une holding. Je vous explique. Imaginons que vous êtes deux dirigeants dans une société d'exploitation. Il y en a un qui a une situation familiale, une situation personnelle particulière, et l'autre qui a une situation différente. Il y en a un qui a envie d'avoir beaucoup de rémunération, l'autre qui n'a pas envie d'avoir beaucoup de rémunération parce qu'il a un taux d'imposition élevé, j'en sais rien. Il y en a un qui veut distribuer des dividendes, pas l'autre. Il y en a un qui veut être assimilé salarié, l'autre veut être gérant majoritaire. Bon, vous voyez, ça peut arriver en fonction des situations de vie de chacun. Là, le plus simple, c'est que chacun fasse une holding
qui détient la société d'exploitation, chacun a sa holding, et chacun va pouvoir facturer des prestations pour rémunérer son activité dans la société. Donc là, encore une fois, ça peut être des conventions de mandat social, si chacun est mandataire social via sa holding. Ça peut être aussi des conventions de prestation de services. Et là, le but, c'est que chacun puisse facturer des prestations avec sa holding et fasse ce qu'ils veulent après avec sa holding. Ça peut être une SRL, ça peut être une SAS. Ils peuvent se verser de la rémunération, des dividendes, pas se les verser, réinvestir, par exemple. Pour celui qui ne voulait pas se verser des rémunérations ou pas autant, il va facturer et ensuite, dans sa holding, il va se verser une petite rémunération. Le reste, il va l'investir dans d'autres projets, il va le placer, etc. Donc, c'est là où il y a un vrai intérêt à faire, et ça se voit assez souvent, à faire chacun sa holding qui détient la société d'exploitation pour facturer. Voilà. Le deuxième point, c'est d'éviter la dilution en cas d'entrée d'un nouvel associé. Donc là, c'est encore un peu différent, mais imaginons que vous êtes deux. Si vous faites rentrer un troisième associé, notamment, imaginons que vous étiez à 55-45 et vous faites rentrer un troisième associé pour 20%, le premier associé qui avait 55, il va se retrouver dilué et perdre la majorité. La technique qui peut permettre d'éviter ça, c'est de faire une holding détenue par les deux premiers associés, qui après, il peut y avoir une surholding, encore une fois, par-dessus cette holding. Mais la première holding qui va y avoir au-dessus de la société d'exploitation qui sera détenue par les deux associés historiques, elle va détenir donc 100%. Et au moment de la cession, si on laisse 20% en troisième, ils vont détenir encore 80%. Et avec cette holding qui détient 80, si chacun a 55-45, c'est-à-dire la répartition initiale, ça veut dire que j'aurai 55% de 80%, j'aurai encore, du coup, la majorité. Voilà. Donc, ça permet d'éviter les dilutions et de perdre les majorités. Si vous êtes dans ce cas-là, il faut se poser la question de faire au moins une holding déjà, et potentiellement une surholding pour avoir éventuellement la première disposition qui est que chacun peut faire ce qu'il veut. Voilà. Point suivant. Donc, préparer la cession de son entreprise. Donc, le premier, là, devient un peu plus technique. Mais si vous avez l'intention de céder votre entreprise, ça peut devenir super important de recourir à la création d'une holding pour pouvoir, cette fois-ci, vraiment optimiser fiscalement cette cession. Donc, le premier point, c'est le régime de l'apport-cession qui existe. Donc, le régime de l'apport-cession, c'est un régime dans lequel vous allez apporter vos titres, donc les titres que vous détenez personnellement dans une société, vous allez les apporter à une holding. Cette holding, elle va ensuite céder ces titres de la société d'exploitation. Et lorsqu'elle va les céder, déjà au moment de l'apport, lorsque vous allez les apporter, vous n'allez pas payer d'impôt sur la plus-value. Ça va être en ce qu'on appelle report d'imposition. Donc, vous apportez les titres à votre holding. Normalement, c'est assimilé à une cession, vous devriez payer l'impôt sur la plus-value. Grâce à un régime donc, du report d'imposition, vous ne payez pas à court terme de plus-value sur cet apport. Et quand la holding va céder ses titres, elle aura un coût de revient du titre égal à l'apport, qui est généralement égal à la vente quand la vente suit assez rapidement l'apport. Et du coup, ça va vous permettre de ne pas payer à très court terme d'impôt sur cette plus-value tant que vous conservez les titres de la holding. Si vous faites la cession avec la holding dans les 3 ans qui suivent l'apport, vous avez une obligation de réinvestissement d'au moins 60% du produit de la cession dans une activité économique. Par contre, si vous faites l'apport et que vous attendez 3 ans avant de faire la cession, vous n'avez pas d'obligation de remploi. Alors certes, vous êtes obligé de garder les titres de la holding et donc le cash, il est dans la holding, mais vous n'avez pas une obligation de remploi dans une activité économique et vous pouvez faire ce que vous voulez de l'argent, en tout cas, sauf à réduire le capital qui reviendrait à rendre la plus-value imposable. Donc là, j'espère que vous n'avez pas perdu, mais je refais un schéma rapide. J'ai une société d'exploitation que je vais vendre, je connais la valeur de vente, sa valeur vénale en tout cas, qu'elle vaut sur le marché. Je l'apporte à une holding, donc j'ai détenu les titres à titre personnel avant, je les apporte, du coup maintenant c'est ma holding
qui détient les titres de la société d'exploitation et moi, je détiens les titres de la holding. Au moment de cet apport, il y a neutralité fiscale, c'est un report d'imposition. Donc, pour l'instant, la plus-value, elle est figée. Et le jour où je cède mes titres avec ma holding, j'aurai éventuellement la valeur, la plus-value générée entre la vente par la holding et l'apport, notamment si on tient plus de 3 ans, il y a un delta. Et au pire, ce delta, il m'amène sur mon deuxième point, qui est que quand une holding détient au moins 10% de participation dans une filiale, elle est exonérée d'impôt sur la plus-value avec une réintégration pour quote-part de frais et charges, toujours pareil, un peu dans la même veine que le régime Murphy, même si c'est un peu plus élevé cette fois, mais on a quand même une exonération sur la majorité, sur 90%, et vous avez ce système-là qui permet éventuellement sur la deuxième partie, qui aurait pu être généré entre l'apport et la cession, d'avoir un dispositif fiscal intéressant. Et ensuite, vous avez l'argent dans votre holding et vous pouvez soit le réinvestir dans notre projet, soit le réinvestir dans de l'immobilier, le placer, etc. Donc, c'est très intéressant, encore une fois, quand on est dans une disposition, quand on est dans la volonté, en tout cas, notamment de se construire un patrimoine. C'est sûr que si vous voulez céder votre entreprise et vous l'approprier à titre personnel, le cash, ce n'est pas la bonne solution, si ce n'est que vous pouvez faire un apport partiel, c'est-à-dire amener une partie à la holding et garder une partie personnellement pour pouvoir céder et récupérer un peu de cash à titre personnel. Ensuite, alors attendez, j'ai un petit problème technique, décidément. Je vous reprends en une seconde. J'ai ma connexion qui m'a lâché. Et on va reprendre. Voilà. Donc voilà pour préparer la cession de son entreprise, le régime de l'apport-cession qui est important et qui est très intéressant. Et puis l'exonération, puisque même si on n'a pas fait un apport-cession et que par exemple on est dans la disposition d'avoir la holding qui détient les titres de sa filiale, mais vous allez quand même avoir l'exonération pour plus-value sur cession de titre de participation. Donc, j'ai oublié de préciser l'exonération plus-value sur cession de titre de participation, il faut l'avoir détenu au moins 2 ans. Il faut avoir détenu les titres de participation pendant au moins 2 ans pour pouvoir en bénéficier. Mais si typiquement, vous êtes dans la logique de j'apporte, j'attends au moins 3 ans pour ne pas avoir d'obligation de réinvestissement dans une activité économique, qui dit 3 ans dit que vous avez forcément au moins attendu 2 ans et donc vous pouvez bénéficier des deux. Mais sinon, si vous avez holding qui détient la filiale, sans passer par l'apport-cession, c'est-à-dire que depuis le début, la holding détient la filiale, il n'y a pas eu d'apport, c'est la holding qui a acheté les titres de la filiale, vous avez cette exonération qui est intéressante pour pouvoir réinvestir plus de cash possible, puisque vous n'avez pas de frottement fiscal. Voilà. Si vous le faites la vente à titre personnel, alors il y a des abattements pour durée de détention, mais qui sont beaucoup plus longs que 2 ans, parce que pour avoir un abattement maximum, en fait, c'est des abattements. Alors, il y a le but n'est pas de le faire là-dessus, mais j'ai un autre webinaire pour ça. Mais vous avez des abattements pour des durées de détention. Il y a l'abattement de droit commun, il y a l'abattement renforcé. Et vous avez la possibilité de bénéficier de ces deux régimes. Hop, alors, je vais juste brancher l'autre ordinateur. Les conditions du direct. Parce que j'ai mon ordi qui va me lâcher, sinon je vais plus avoir de batterie. Je suis vraiment désolé. Tac. Et si je trouve la prise. Hop là, me revoilà. Bon, les aléas du direct, c'est bon, c'est reparti, on est branché. Donc, voilà pour la session de l'entreprise. C'est quand même un cas très classique du recours à une holding. Posez vos questions, n'hésitez pas, j'y réponds bien sûr à la fin.
Le cinquième point important pour avoir recours à une holding, c'est se construire un patrimoine. Donc, on en a déjà beaucoup parlé, bien sûr, mais encore une fois, la holding, c'est vraiment un outil patrimonial avant tout. Donc, le but, c'est de pouvoir se construire un patrimoine à travers cette holding. Donc, on l'a vu, remonter notamment des dividendes d'une filiale vers une holding sans frottement fiscal, grâce au régime mère-fille. Et ensuite, bien sûr, on réinvestit le produit de sa cession. Et donc, si je vous prends un exemple tout simple si je vous prends un exemple simple qui est j'ai 100 de cash dans ma fille, dans ma société d'exploitation. Donc, imagine, peu importe rémunération ou dividende, etc. J'ai 100 000 euros de cash. Ces 100 000 euros de cash, première option, je me les prends en dividende, par exemple. Imaginons que je suis une SAS, je me les prends en dividende. Donc, si je me les prends en dividende, je vais avoir 30%, au meilleur des cas, ce qu'on appelle la flat tax. Donc, ces 100 000 euros, je vais les prendre à titre personnel, je vais prendre 30% de flat tax, il va me rester 70. Ce qui veut dire qu'à titre personnel, je vais pouvoir, si je suis dans une logique de construction patrimoniale, je vais avoir que 70 à réinvestir dans une autre activité. Alors que si je suis avec une holding, je remonte ces 100. Alors, tout à l'heure, je parlais de 0,75 parce que c'est si je suis dans le taux réduit d'IS, mais si je passe après dans le taux normal, donc admettons à 25 pour faire plus simple, ça veut dire que je vais avoir alors si je suis, oui, on va dire que tout est à 25% même, donc c'est vraiment un pire des cas. Ça veut dire que j'ai 1,25 d'imposition avec leur intégration de la quote-part de frais et charges. Vous voyez, c'est 100. Je vais avoir que 1,25 dessus qui va partir en IS dans leur ligne. Il va me rester donc 98,75 au lieu de 70 à réinvestir. Donc, vous voyez, l'effet de levier est colossal. Donc là, c'est là où c'est super important. Quand on est dans une construction patrimoniale, par exemple, je ne sais pas, j'ai l'intention d'investir dans un projet immobilier. Bah, d'un côté, j'ai 70, de l'autre côté, j'ai 98,75. Donc, c'est quand même pas du tout la même chose dans les deux cas. Et là, j'ai déjà généré un effet de levier. Alors, bien sûr, l'argent, il n'est pas sur votre compte personnel, il est sur le compte de la holding. Le bien immobilier, par exemple, en question, vous allez le faire avec une SCI qui sera en dessous de la holding. Et en effet, la SCI, vous ne la détenez pas à titre personnel, vous la détenez avec la holding. Mais d'un autre côté, la holding, elle vous appartient. Donc, ça revient au même, si ce n'est que ce n'est pas à vous en direct, mais c'est à la holding que, en fait, quand on crée une holding, on la garde à vie généralement, et c'est un outil de construction patrimoniale qui va générer des revenus, qui va maximiser votre patrimoine, qui vous permettra d'avoir des revenus passifs par la suite, qui dans tout le cas auraient été imposés. Puisque si vous l'aviez l'immobilier à titre personnel, vous auriez les revenus fonciers, vous auriez de l'IS sur la SCI, etc. Donc là, ça revient exactement au même. Le jour où vous voulez sortir des revenus liés, générés par ce patrimoine de la holding, vous aurez soit la solution de vous verser une rémunération, soit la solution de vous verser des dividendes. Dans tous les cas, il y aura une imposition qui n'est pas forcément d'ailleurs moins avantageuse que si vous l'aviez en direct, au contraire. Je pense par exemple à l'immobilier, les revenus fonciers qui sont très fortement taxés. Alors que là, si on prend IS et flat tax sur dividende, il y a des chances qu'on s'en sorte mieux selon les projets que si on avait fait du revenu foncier. Donc voilà où c'est très important. Donc j'ai par exemple l'idée de faire un projet immobilier. J'ai une holding, je remonte le cash de ma société d'exploitation vers la holding le redescend vers une SCI créée pour l'occasion, par exemple, qui va acheter le bien immobilier. Vous voyez, au lieu de sortir de la société d'exploitation vers soi, qui achète directement le bien immobilier. On évite le frottement fiscal. Et le deuxième point, en fait, qui est tout aussi important, et même voire plus, c'est que, toujours pareil, mais enfin, je l'ai un peu expliqué, mais j'aurais pu même me prendre de la rémunération à titre personnel pour pouvoir me construire un patrimoine. Imaginons ce bien immobilier que j'achète, je vais faire un emprunt dessus. Je vais devoir cet emprunt le rembourser. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure quand on fait l'acquisition d'une société avec un emprunt. Je vais devoir sortir de l'argent de ma société qui va être imposé, cotisation sociale, impôt sur le revenu, pour pouvoir le réinvestir, le rembourser l'emprunt. Donc là, c'est dommage, alors que, encore une fois, quand ça remonte dans la holding, on n'a pas ce frottement fiscal-là. Donc, se construire un patrimoine, bien sûr, super important, et puis transmettre son patrimoine, une fois qu'on a généré ce patrimoine, qu'on l'a valorisé, qu'il a
générer un certain nombre de revenus passifs, etc., on va pouvoir le transmettre donc, à ses enfants, par exemple. On a des démembrements qui sont possibles. On peut démembrer les titres de sa holding pour pouvoir en fait conserver l'usufruit et transmettre la nue propriété, par exemple, à ses enfants. C'est-à-dire que vous gardez l'usufruit et donc vous gardez, comme son nom l'indique, tous les fruits liés à cette holding, tandis que vos enfants détiennent la nue propriété. Et quand on est dans un démembrement comme ça, lors d'un décès, la nue propriété et l'usufruit se rejoignent automatiquement et cela permet d'éviter la succession qu'il y aurait eu dans un autre cas. Et le deuxième point qui est possible, donc je ne rentre pas dans le détail du démembrement, le deuxième intérêt, bien sûr, c'est de purger définitivement les plus-values qui sont en report. Tout à l'heure, on en a parlé. Quand on fait un apport de titres à une holding, on va avoir des plus-values qui sont en report d'imposition. Quand on transmet des titres où il y avait une plus-value qui était en report, ça va purger cette plus-value en report. Alors attention, il y a des conditions. Je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, ce n'est pas l'idée aujourd'hui. Mais il y a des conditions pour pouvoir purger ce report, notamment, par exemple, des conditions qui sont que, dans certains cas, pour faire simple, les personnes qui ont récupéré ces titres, les enfants, doivent poursuivre l'activité dans alors 5 ou 10 ans selon les cas. Voilà. Mais pour pouvoir purger définitivement les plus-values, mais après, elles seront purgées, ces fameuses plus-values en report, donc ça peut être intéressant quand bien même la holding, c'est un outil, encore une fois, je vous disais qu'on garde généralement à vie, voire sur plusieurs générations. Hein. La plupart des holdings font de génération en génération, se transmettent, et ça permet de toujours avoir du coup un patrimoine logé dans une holding sans avoir à subir la fiscalité qui est la transmission vers son patrimoine personnel. Ensuite, donc, quelle est la forme juridique quelles sont les formes juridiques possibles et quelle est la forme juridique optimale? Donc, les formes juridiques possibles, vous avez bien sûr déjà, bien sûr, c'est pas toujours évident, ça l'était d'ailleurs, ça l'est moins en moins, la société civile. Donc, la société civile, c'est comme une SCI. Hein, la SCI, c'est une société civile immobilière. La différence, là, c'est que c'est une société civile tout court qui ne va pas faire de l'immobilier, mais qui va avoir un objet civil qui est de détenir des participations. Donc, par contre, d'ailleurs, c'est un des inconvénients que je n'ai pas marqué là. La société civile, elle ne peut pas avoir une activité commerciale, contrairement à une société commerciale, comme son nom l'indique. Donc, la société civile, elle va être plutôt passive et donc détenir des titres de participation. Elle a quand même un avantage qui est qu'au moment de l'apport de titres à une société civile, on n'a pas à recourir au commissaire aux apports, parce qu'on va le voir après quand on fait une création de holding par apport de titres, on doit nommer un commissaire aux apports qui est en fait un commissaire aux comptes, qui, pour cette mission, revêt la casquette de commissaire aux apports, qui va, du coup, évaluer, en tout cas, attester que la valeur des titres retenus n'est pas surévaluée. Et quand on est une société civile, comme il y a une responsabilité illimitée, c'est d'ailleurs un des inconvénients, il n'y a pas de commissaire aux apports. Par contre, un des autres avantages aussi, c'est qu'on n'est pas obligatoirement travers nos salariés. On peut très bien être dirigeant, mais sans avoir un statut particulier dans la société civile, contrairement à une société commerciale. Donc, on peut très bien être dirigeant non rémunéré et ne pas payer de cotisations sociales obligatoires. Donc, l'inconvénient d'une société civile, il faut être au moins 2 associés. Il y a une responsabilité illimitée et on ne peut pas avoir une activité commerciale et donc active, une holding active. Ensuite, la deuxième possibilité, c'est une société commerciale, donc du type SARL ou SAS. L'avantage, cette fois, c'est qu'on peut faire un objet commercial. La responsabilité, elle est limitée. Bon, par contre, il y a des petits inconvénients, entre guillemets, qui sont le commissaire aux apports. Mais bon, ça, encore une fois, c'est qu'une fois. Bon, et c'est un inconvénient qui est relatif, encore une fois, puisque le but, de toute façon, c'est pas de surévaluer, c'est d'avoir une valeur la plus juste possible. Et le coût des honoraires reste quand même assez relatif pour ce genre de mission. Et le statut du dirigeant, il est figé, mais bon, encore une fois, c'est pondéré par le fait qu'on peut transformer de l'un vers l'autre, même si c'est plus simple de transformer de SAS vers SARL que l'inverse, mais dans tous les cas, le statut de dirigeant est figé dans le sens où il faut bien choisir dès le début si on veut être travailleur non salarié ou si on veut être assimilé salarié. Voilà. Donc, le mieux, le plus classique, encore une fois, c'est d'avoir une holding sous forme de SARL.
Pourquoi? Parce que souvent, la holding sous forme de SARL va vous permettre d'être gérant TNS et de pouvoir vous rémunérer dans la holding. C'est mieux puisque ça vous permet en fait de faire remonter un maximum de choses des filiales vers la holding, sachant que généralement, en tant que dirigeant, vous avez une activité dans l'ensemble des filiales. Il y a une logique de toute façon à facturer encore une fois des prestations pour remonter l'argent vers la holding et avoir un revenu global dans la holding. Et pourquoi SARL est gérant TNS? Parce que, on le sait, c'est le statut le plus intéressant pour payer le moins de cotisations sociales possible quand on se prend une rémunération. Après, si vous êtes par exemple salarié en parallèle ou en tout cas vous êtes retraité, j'en sais rien, vous n'avez pas besoin d'avoir une rémunération et donc une protection sociale à proprement parler, la SAS est très intéressante pour pouvoir notamment par exemple se verser des dividendes depuis la holding. Mais c'est vrai que le schéma très classique, c'est d'avoir des sociétés d'exploitation sous forme de SAS et d'avoir une holding sous forme de SARL qui vous permet le schéma. Et alors, le schéma ultra classique, c'est une société d'exploitation sous forme de SAS, voire parfait, j'ai envie de dire, une société d'exploitation sous forme de SAS, une SCI, par exemple, avec des projets immobiliers pour pouvoir investir notamment le cash dégagé par la société d'exploitation, et une holding sous forme de SARL qui permet de remonter le cash de la société d'exploitation, c'est là où il y a le plus de cash, vers la holding. Vous prenez au passage votre rémunération dans la holding et le surplus est investi, est envoyé dans la SCI pour pouvoir investir dans des projets immobiliers notamment. On a aussi des fois des cas où il y a une SAS qui fait du marchand de biens, par exemple. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, en fait, ça consiste à acheter et revendre des biens immobiliers. On a aussi, bien sûr, la possibilité, dans la holding directement, de faire des placements, et vraiment tout type de placement. Donc là, il faut le voir avec un conseiller de gestion de patrimoine. Et là, cette fois, je rappelle qu'aussi, nous, dans notre grande famille, on a un cabinet d'avocats, mais on a aussi un cabinet en gestion de patrimoine qui s'appelle CFGP, qui peut, bien sûr, vous conseiller sur tout ça, sur les placements que vous pouvez réaliser, que ce soit à titre personnel, mais aussi, du coup, avec une holding, bien sûr. Et pour finir, comment créer une holding? Puis après, je passe aux questions. Donc, on a deux options. Soit on a la création classique qui est que quand on n'a pas encore de filiale, en fait, on va créer une société comme n'importe quelle autre. Là, il n'y a rien de particulier. On crée la société selon la forme juridique qu'on a choisie. La deuxième option, qui est quand même la plus classique, entre guillemets, dans le sens où généralement on crée une holding après avoir déjà eu une société d'exploitation en dessous, et je vous le conseille de le faire dans ce sens-là, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Là, on va faire une création par apport de titres. Donc ça, cette fois, ça veut dire que on va, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, apporter les titres qu'on détient dans une société. On va les apporter à sa holding et on aura, comme je vous le disais tout à l'heure, le fameux dispositif de report d'imposition. On a aussi, tout à l'heure, j'en ai parlé rapidement, la possibilité, au-delà de faire un apport, de faire une cession. Mais encore une fois, attention à la cession parce que déjà, la cession, ça va engendrer un échange d'argent. Donc, il peut y avoir un crédit vendeur, il peut y avoir un emprunt, mais là, c'est pareil, les banquiers, pas trop chaud pour vous financer votre propre rachat de titres généralement, et je les comprends. Et puis, l'autre inconvénient de la cession, cette fois, c'est que d'un point de vue fiscal, soit vous avez un dispositif d'exonération, mais bon, il faut encore en être sûr. Donc, vous avez plusieurs dispositifs d'exonération. Pareil, là, j'en parle pas ici, je rentre pas dans le détail, mais si vous n'avez pas de dispositif d'exonération, vous allez payer l'impôt sur la plus-value à titre personnel. Donc, certes, vous allez récupérer du cash, mais vous allez payer l'impôt sur la plus-value et c'est dommage. Donc, c'est quand même le mieux de faire une création par rapport de titre. Et donc, là, la création est un peu différente puisque certes, on va avoir tout l'aspect classique de rédaction de statut, mais on va avoir surtout ce qu'on appelle un contrat d'apport qui va déterminer précisément qu'est-ce qu'on apporte, à combien on l'apporte, à quoi ça donne droit en échange. Et on a, bien sûr, comme on a dit tout à l'heure, le commissaire aux apports qui va valider la valeur qui est retenue. Voilà. J'en ai fini, je passe aux questions. Je suis vraiment désolé pour tous les petits problèmes techniques qu'on a eus, qui m'ont un petit peu perturbé, j'avoue, dans ma présentation d'ailleurs. Mais c'est toujours comme ça, de toute façon. On essaiera de faire mieux la prochaine fois. D'ailleurs, d'habitude, on fait mieux, hein, d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à voter pour les questions pour pouvoir faire remonter les questions les plus votées en premier. C'est parti, j'y vais. Donc, Pierre, quel est l'intérêt de se payer avec une holding plutôt qu'avec une société fille?
C'est exactement en fait ce que je vous disais tout à l'heure. Ça va dépendre du statut juridique de chaque entreprise. Typiquement, si votre société d'exploitation, société fille, est une SAS, là, vous avez un vrai intérêt à faire une holding sous forme de SARL et avoir le statut de gérant TNS pour payer 2 fois moins de cotisations sociales sur votre rémunération, puisque je rappelle que si vous versez une rémunération en SAS, vous avez en moyenne 80 à 90% de charges sociales. Donc, pour vous verser 1 000 € net dans votre poche, ça coûte à l'entreprise entre 1 800 et 1 900. Alors que si vous êtes en SARL gérant TNS, c'est entre 35 et 45% de cotisation sociale. Donc, quand vous versez 1 000 € net dans votre poche, ça coûte à l'entreprise entre 1 350 et 1 450. Donc, rien à voir. Donc, du coup, là, il peut y avoir un vrai intérêt. Si les deux sociétés sont sous la même forme juridique et que c'est une forme juridique qui vous convient bien, il n'y a pas d'intérêt, tout simplement. Mais il peut y avoir un intérêt, par exemple, aussi, si vous n'avez pas qu'une seule société fille, que vous en avez plusieurs, et qu'il y en a plusieurs qui remontent de l'argent vers un holding. Dans ce cas-là, il y a aussi un intérêt pour pouvoir avoir un surplus de rémunération dans l'holding. Ensuite, donc j'avais Pierre avec 12 votes, j'ai Cédric avec 8 votes. Peut-on intégrer une SCI sous holding? Bien sûr, et j'ai répondu entre-temps. Et c'est encore une fois un cas très classique, exemple, une holding mère, deux SAS ou SRL-FI plus une SCI-FI. Bien sûr, c'est très classique et c'est d'ailleurs ce que je vous recommande. Quand, en gros, vous avez du cash dans une société d'exploitation que vous voulez réinvestir dans un projet immobilier, je vous conseille de créer une holding, une SCI. On le fait franchement très couramment, mais ça nécessite en tout cas, l'intérêt de faire ça, c'est vraiment quand on a du cash dans sa société d'exploitation et qu'on ne veut pas le prendre à titre personnel et qu'on veut l'investir dans un projet immobilier. Et là, c'est vrai qu'il y a un vrai intérêt à faire ça, puisque vous n'avez pas le frottement fiscal, comme on a dit tout à l'heure. La SCI, là, il faut le voir, mais elle peut être aussi ce qu'on appelle transparente fiscalement. Donc, c'est-à-dire qu'elle dépendra du régime fiscal de la holding, qui est généralement à l'IS, puisque tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure au niveau des régimes fiscaux, ça nécessite d'être à l'impôt sur les sociétés, bien sûr, que ce soit le régime mère fixe, sur l'intégration fiscale, que ce soit le report d'imposition. Tout ça, ça nécessite d'être à l'IS. Au niveau de la holding, de toute façon, vous avez tout intérêt à être à l'IS. Et on peut faire une SCI qui est transparente fiscalement, c'est-à-dire qu'elle prendra naturellement le régime fiscal de ses associés, mais si notamment vous avez une partie qui est détenue par la holding, ce qui arrive, et une partie, et je vous le recommande aussi, qui est détenue par vous en direct au niveau de la SCI, c'est-à-dire que la holding détient une partie de la SCI, mais vous en détenez une partie à titre personnel. L'intérêt de faire ça, en fait, c'est que comme ça, au moment de la vente, vous aurez, comme si jamais vous vendez ce bien-là, ça vous permettra d'avoir une imposition un peu moins élevée sur la vente. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous allez potentiellement générer des revenus fonciers à titre personnel sur la quote-part qui vous revient, mais l'avantage, c'est que vous pouvez le maîtriser. Donc, vous pouvez dire, je prends, je sais pas, 10% à titre personnel parce que ça ne me fera pas augmenter plus que ça mon impôt sur le revenu au niveau de mes tranches d'imposition. Si vous êtes déjà dans une très grosse tranche d'imposition, bon, ne prenez que 1% par exemple. Puisque la SCI, attention, il faut au moins 2 associés. Donc, s'il y a la holding, il faut au moins une autre personne, potentiellement vous. Nicolas, calcul comparatif avec holding. Faire remonter les dividendes à 0,75 si nous faisons un versement de dividendes de 10 000, nous touchons net 7 500, c'est bien ça? Ah ben non, pas 7 500, 0,75. Donc, vous touchez 9 250. C'est pas 75, c'est pas, attention, c'est 0,75% d'IS. Alors, quand je disais 0,75, c'était pour illustrer, parce qu'en fait, c'est 15% fois 5%, c'est-à-dire la quote-part de frais et charges fois mon taux d'IS. Ça nécessite d'être dans le taux d'IS, le taux réduit. Mais au pire des cas, même si vous êtes si je me projette sur le taux d'IS qui va être dans les prochaines années, puisqu'on est en cours de dégressivité, il va être à 25%, on sera sur 1,25 d'imposition. Donc, quand vous remontez 10 000, si vous êtes en taux réduit, vous allez payer sur 10 000 750 € d'IS et il vous restera donc 9 250. Maxime, salut Mathieu, merci pour la conf, avec plaisir. Si je détiens une holding dans un autre État que la France, très bonne question. Quelle est la fiscalité appliquée sur ta holding française ou celle du pays en question? C'est une très bonne question puisque elle est tellement bonne que je ne peux pas y répondre dans le sens où ça dépend du pays en question, ça dépend des conventions fiscales qui sont passées entre ce pays et la France. Et même si vous me donniez le pays, là, il faudrait que je vérifie la convention, donc je ne peux pas vous le dire comme ça. Mais
voilà, ça dépend vraiment du pays en question, de s'il y a une convention fiscale entre ces deux pays, etc. Donc là, alors je ne sais pas si vous êtes client chez nous, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous reposer la question, à reposer la question à votre collaborateur, et du coup, on pourra creuser le sujet et vous y répondre, notamment potentiellement par l'intermédiaire de compagnies de droit dans le cabinet d'avocats, qui notamment dans ses spécialités, la spécialité sur les conventions internationales. Ensuite, Anthony, si nous investissons via une holding dans une SCI à l'IR pour une résidence secondaire, cela remet-il en cause le statut d'animatrice? Non. Alors, dans tous les cas, le statut d'animatrice, non, pas de lien. Par contre, attention, parce que, alors, une résidence secondaire, est-ce que cette résidence secondaire a la vocation à être louée? Si oui, combien de temps? Est-ce que vous allez y aller à titre personnel? Puisque là, typiquement, on peut rentrer dans l'abus de droit fiscal, qui est qu'on a utilisé des fonds, les fonds d'une société à des fins personnelles. Donc, attention quand même sur le terme de résidence secondaire, à pas tomber dans l'abus de droit. Mais ça, en tout cas, il n'y a pas de problématique par rapport à la remise en cause du statut d'animatrice, qui, encore une fois, est, comme je vous disais, est déterminé plutôt sur le fait que la holding a une activité vis-à-vis de ses filiales. Cédric, la SCI doit obligatoirement à l'IS? Non, j'ai répondu du coup à la question entre-temps. On peut être sur du transparent fiscal, parce que moi, ce qui est important sur la SCI, c'est pas IS ou IR. Moi, j'aime bien dire c'est soit option à l'IS, en effet, ou soit transparente fiscalement. Et si elle est transparente fiscalement, elle dépend de ses associés. Donc, quand on est une personne physique au-dessus d'une SCI et qu'on est transparent fiscalement, bien sûr, c'est l'IR. Mais quand on a une société à l'IS, par exemple, au-dessus, en fait, le résultat il est déterminé à l'impôt sur les sociétés. Antoine, s'agissant de la convention de mandat social dont vous avez parlé dans le cadre d'une holding animatrice, est-ce que cela justifie le caractère animateur? Ça peut, oui, ça peut, mais est-ce que c'est suffisant? En fait, ça va dépendre encore une fois de ce que vous avez mis dans la holding, de qu'est-ce qui est rémunéré par ce mandat social. Il faut avoir peut-être un peu plus de détails. Une SPFPL de pharmacie d'officine peut-elle détenir de parts de SCI? Gauthier, c'est une bonne question à laquelle je ne sais pas je suis désolé, je ne peux vraiment pas vous répondre comme ça. C'est très technique en l'occurrence, et pour le coup, en toute honnêteté, j'ai jamais traité en tout cas de SPFPL, donc je ne saurais malheureusement pas vous dire. Je recommande de demander à votre expert comptable qui, si il est votre expert comptable, doit connaître le mécanisme, enfin les précisions sur les SPFPL. Créer une holding avant ou après d'avoir créé sa première entreprise? En fait, comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis plutôt partant pour après, puisque l'idée c'est de voir s'il y a un vrai intérêt à faire une holding, surtout si vous êtes dans une création. Si vous êtes dans un rachat, on le fait avant. Si vous êtes dans une création d'entreprise, voyez déjà si cette entreprise va générer du cash, si vous allez vraiment avoir l'intérêt, encore une fois, de faire une holding, et vous êtes toujours à temps de le faire après, c'est pas un problème. Nicolas, la société CFI sera donc rachetée par la holding. Alors le problème, c'est que Nicolas, vous avez dû rebondir sur quelque chose que j'ai dit pour poser cette question, et du coup, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire par là. Si vous pouvez un peu préciser votre question. Nicolas, oui, c'est ça. Entre-temps, sur le calcul, c'est bon. Pour une remontée de dividende de 10 000 euros, on ne peut pas plutôt 75 euros d'IS, 10 000 fois 0,75, 75. Oui, vous me faites hésiter. 75, oui, c'est ça. Exactement. Pardon.
Oui, vous avez raison. Je me suis embrouillé dans les zéros. Ensuite, Nicolas, qu'en est-il des exonérations d'impôts pour les ZRR dans le cas d'une holding? Bah, pas de changement. En tout cas, alors si elle est active et animatrice et qu'elle notamment elle facture des prestations, etc., les dispositions sont les mêmes. Il faut avoir en effet une activité pour être éligible à la ZRR, une activité à proprement parler. Donc, s'il y a une activité qui facture des prestations de services, attention quand même, il faut vraiment, ça à étudier un peu plus en détail, mais sur le principe, si vous avez une activité, pas de problème. Anthony, si la holding prend un mandat social dans une de ses filiales, est-elle considérée comme animatrice? Et par conséquent, ben, j'en ai déjà parlé. Alors, est-elle soumise à TVA? Ben, dans tous les cas, ça reste une prestation de service qui, si elle dépasse les seuils de la franchise en base de TVA, sera soumise à TVA. Mais dans tous les cas, il y a un intérêt à opter pour la TVA. Alors, ça dépend si la filiale est soumise à TVA, mais si la filiale est soumise à TVA, vous avez tout intérêt à soumettre les prestations à TVA, puisque la filiale pourra récupérer cette TVA, et du coup, ça permettra à la holding de récupérer la TVA sur ses achats. C'est une bonne question quand même, la holding, le mandat social animatrice, je veux vous poser beaucoup la question. C'est une bonne question quand même à creuser, mais encore une fois, bon, le caractère de société animatrice, enfin de holding animatrice, assez rarement, en tout cas, enfin, je ne sais pas dans quel cadre vous posez cette question-là, mais bon, ouais, ça dépend du cadre dans lequel vous posez la question. Corinne, je détiens des biens dans SCI à l'IS pour du locatif. Très bien. Je souhaite exercer une activité de marchand de biens. Quel montage? Alors, j'essaye de voir le lien avec la holding. Ça, en fait, alors, ça va dépendre si. Alors, il y a un intérêt à faire une holding si vous avez, encore une fois, du cash qui est généré dans une société, par exemple, et que vous voulez l'envoyer dans une autre. Mais si l'idée n'est pas de faire transiter de l'argent entre les deux activités et de avoir, j'imagine que la SCI qui fait du locatif ne génère pas forcément un cash flow positif. L'activité de marchand bien, bien sûr, elle aura vocation à le faire. Et j'imagine qu'il vous faudra garder cette trésorerie pour pouvoir réinvestir dans de nouveaux biens. Donc, vous pouvez très bien avoir la SCI d'un côté et l'activité de marchand bien de l'autre. Et par contre, l'activité de marchand bien, je ne peux pas vous répondre comme ça pour le statut juridique, puisque ça va dépendre de votre situation particulière, SARL ou SAS. Mais ça, encore une fois, soit vous êtes client chez nous et puis vous nous posez la question et puis on fera un rendez-vous, bien sûr, pour déterminer ce cas-là. Si vous n'êtes pas encore cliente, vous êtes toujours à temps de le faire et on fera ce qu'on appelle un rendez-vous projet pour déterminer le meilleur montage, en tout cas pour le statut. Il peut y avoir un intérêt à faire une holding si vous voulez faire remonter de l'argent, le faire circuler notamment, mais je ne pense pas dans ce montage-là. Tout à l'heure, je parlais de marchand bien et de SCI pour ceux qui ont une société d'exploitation qui vraiment va générer du cash et qui va avoir vocation à être réinvesti dans d'autres activités. Alors, Nicolas, dans le cas de deux sociétés actuelles, la première de 4 associés et la seconde, comment procéder pour les parts de l'holding? Ah oui, enfin, vous voulez dire, en fait, ça dépend. Alors, là, c'est un peu compliqué, mais qui détient qui va détenir une holding? Et voilà, mais en fait, il n'y a pas de comment procéder. En fait, c'est tout simple. Ceux qui veulent créer une holding, parmi les associés, en tout cas, vont apporter, par exemple, l'associé qui a 45 dans l'une et 25 dans l'autre, il va apporter 45 de l'une et 25 de l'autre dans sa holding. Et la holding lui appartiendra à 100%. Je ne sais pas si vous parlez, en fait, c'est assez compliqué, mais je ne sais pas si vous parlez d'une holding qui est détenue que par vous-même, qui est détenue que par certains des associés, par exemple, qui est le cas où tout à l'heure, je disais, on veut faire rentrer une nouvelle association de dilution. Et si c'est le cas, vous gardez la même répartition que ce que vous aviez en fait initialement. Je suis désolé, je n'ai pas, Nicolas, je n'ai pas trop compris. J'espère avoir répondu à votre question.
Voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Je vois dans le chat, il y en a qui ont mis aussi des questions dans le chat. Quel est le coût de création de holding? Je ne peux pas vous répondre comme ça parce que, alors non, Anthony qui a répondu, alors merci, mais non, c'est pas une création de société classique parce que si c'est une création par rapport, attention, ça n'a rien à voir puisqu'il faut déjà faire une évaluation des titres. Ensuite, il faut faire le contrat d'apport. Ensuite, il y a les honoraires potentiellement du commissaire aux apports. Les statuts sont un peu plus complexes à faire. Donc, c'est pas du tout la même chose qu'une création de société classique si vous faites une création par apport de titre. Après, si c'est pas par apport de titre, oui, c'est une création classique. Créer une holding, ça vous m'avez déjà posé, Mohamed avait posé la question 2 endroits. Christian, combien de temps est-il conseillé d'attendre après sa première création de SAS? Il n'y a pas de temps particulier à attendre, en fait, si ce n'est que être sûr que le montage sera intéressant et que vous allez dégager suffisamment de cash avec votre SAS et que vous êtes vraiment dans cette logique de ne pas avoir à vous approprier l'argent à titre personnel et de le réinvestir plutôt à titre patrimonial. Voilà, Antoine, je n'ai pas trop compris. Ok. Écoutez, je pense oui, je regarde s'il y a eu d'autres questions. Oui, alors Laurent qui pose des questions sur les conventions fiscales, vous pouvez les trouver. Il faut voir si elle existe en fait. Vous cherchez déjà sur Google s'il y a une convention fiscale entre les pays en l'occurrence. Et vous voyez, après, sinon, le mieux, bien sûr, c'est d'être accompagné par un avocat fiscaliste là-dessus. Vraiment, je vous le conseille parce que c'est quand même pas du tout simple le sujet, c'est pour ça que je ne rentre pas dans le détail. Et Maxime qui me dit aussi une autre question, la société mère détient 5% de la société fille, je peux faire remonter combien sur ma société mère? 5% ou plus? Ah ben non, si vous faire remonter des dividendes, bien sûr, forcément, vous ne pouvez faire remonter que 5% du bénéfice. Après, encore une fois, vous pouvez facturer des prestations et là, il n'y a pas de limite, si ce n'est qu'il faut que ça soit raisonnable par rapport à la prestation qui est délivrée. Voilà. Écoutez, j'ai fait le tour des questions. Merci beaucoup à tous. J'espère que c'était clair pour vous. C'était assez technique. Et Antoine, ok. Donc c'est bon, Antoine, j'ai répondu je pense, à vos questions. Merci beaucoup. Merci. Bon, a priori, c'est bon pour tout le monde. Il y aura un replay, bien sûr. Vous allez le recevoir par mail dans l'après-midi. Vous l'aurez à disposition sans problème. Et vous l'aurez même, comme on a fait un Facebook Live, vous allez l'avoir aussi sur Facebook. Merci beaucoup à tous de votre participation. Désolé encore pour tous les petits problèmes techniques qu'on a eus, qui ne se produisent pas habituellement, mais bon, on était très nombreux, donc il fallait arriver à gérer ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation, d'avoir été aussi nombreux. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site sacomptpourmoi.fr. Vous avez plein d'infos aussi complémentaires. Et puis, pour ceux qui sont clients chez nous, bien sûr, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre collaborateur pour avoir plus d'informations sur ce sujet notamment. Merci à tous et je vous souhaite une très bonne après-midi. Au revoir.